Bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, on a une invitée, Annie Trudel. Je vous ai achalé un petit peu avec ma lecture du temps des fêtes, qui était son livre sur l'UPAC. Je suis content qu'elle ait accepté de faire une entrevue de tout près d'une heure avec nous sur ce sujet-là. Donc, on va commencer le show à l'instant. C'est pas moi que vous voulez entendre parler aujourd'hui. Yes, Annie, merci d'avoir accepté l'invitation. On a mis un lien au bas de l'écran, l'UPAC, Autopsie de l'enquête bidon, le livre d'Annie Trudel disponible en librairie, sur Amazon, évidemment. Donc, je vous encourage vraiment à l'acheter parce que, honnêtement, ce livre-là, je l'avais depuis 1 an, je pense, dans ma bibliothèque. Puis, c'est une bonne brique, là. C'est comme 400 pages. Fait qu'il est intimidant, fait que je l'avais pas commencé encore. Puis là, je me suis décidé de le lire dans le temps des fêtes, puis finalement, ça m'a pris 3 jours de le lire. Fait que ça m'a vraiment épaté. C'est rare que je vais lire un livre aussi gros en dedans de 3 jours, mais l'histoire est bonne, parce que c'est en partie une histoire, c'est en partie une enquête, c'est en partie des réflexions, ce livre-là. Écoute, Annie, la première question que j'ai le goût de te poser, la journée que tu as soumis le livre à l'éditeur, comment tu te sentais? Est-ce que tu étais soulagée? Est-ce que tu étais nerveuse? Parce que c'est un peu une bombe atomique pour l'UPAC, ce livre-là, d'une certaine façon. Ben, en fait, ça a été lourd, long, un processus lourd et long. Ça faisait 3 ans que je travaillais là-dessus. Le projet original, en fait, c'était un livre qui couvrait plusieurs sujets dans le domaine des lanceurs d'alerte, disons ça comme ça. Et le volet de l'UPAC, c'était un chapitre. Okay. Et puis, ouais, parce que j'avais plusieurs chapitres. Puis chaque chapitre, là, j'avais un chapitre sur le système de la santé, j'avais un chapitre sur les transports, j'avais, bref, plusieurs chapitres. Et ben là, j'ai monté tout ce livre-là, puis là, vous allez comprendre pourquoi, mais je ne vais pas nécessairement nommer des noms, mais j'avais monté tout le livre. J'avais accumulé des entrevues avec des gens qui ont dénoncé. J'aime pas trop les appeler les lanceurs d'alerte, mais mettons des gens qui ont dénoncé puis qui en ont subi les conséquences. Là, j'avais au moins une 50aine de noms puis de gens que j'identifiais et tout là-dedans. Et puis, j'ai soumis ça à mon éditeur. Et les avocats de l'éditeur, ils ont dit, on ne peut pas publier ça, on va se faire poursuivre. Okay. Et j'étais vraiment abasourdie. Puis je dois vous dire, c'était même pas une question monétaire parce que j'avais déjà eu une avance, en fait, pour écrire ce livre-là. Alors, j'avais été payée en partie pour écrire le livre, puis ils ne pouvaient pas le publier. Donc, je me suis revirée de bord, je suis allée chercher d'autres maisons d'édition. Et quand j'ai rencontré M. François Doucet des éditions ADA, j'ai expliqué ma situation, puis il a dit, moi, je vais te publier. Qui osent me poursuivre, moi, je vais te publier. Donc, c'est comme ça que je me suis retrouvée avec la maison d'édition ADA. Et en cours de route, le dossier de l'UPAC a pris vraiment beaucoup d'ampleur. Puis, outre ce que j'avais déjà préparé, parce que faut le dire que moi, j'avais travaillé au sein de l'UPAC, il faut dire que j'ai écrit un premier livre qui s'appelle « Jeux de coulisses » que j'avais publié en 2018, puis j'avais commencé à en parler de l'UPAC dans ce livre-là. Donc, je savais déjà beaucoup de choses, mais là, pendant le processus, pendant que je me prépare à publier mon livre sur les lanceurs d'alerte, les tribunaux ont rendu officiellement public une tonne de documents. Donc, ça m'a permis de dire, OK, parfait, je suis capable d'en écrire un. En accord avec la maison d'édition, on a dit, on va scinder le livre, ce que j'avais déjà préparé, on va scinder ça, on va sortir tout le volet de l'UPAC, puis on va consacrer un livre uniquement à l'UPAC. Puis c'est très drôle parce que quand on a pris cette décision-là, j'étais un peu stressée. Je me suis dit, mon Dieu, j'ai-tu assez de matière pour faire juste un livre? Oui. Effectivement. Donc, moi, là, j'ai recommencé l'exercice, puis je suis partie de
tous les documents qui ont été rendus publics par les tribunaux, en fait, par 2 jugements, le jugement Perrault et le jugement Pronovo. Puis ce que j'ai fait, ben moi, j'ai fait ma job, mon expertise, c'est d'être une analyste. Fait que j'ai pris tous ces documents-là, puis je les ai mis en ordre chronologique, puis j'ai raconté l'histoire, mais basé sur des documents rendus publics par la Cour, puis j'ai raconté l'histoire, puis fait que je l'ai vulgarisé pour qu'elle soit accessible à monsieur et madame tout le monde. Donc, dans le fond, c'est ça que j'ai fait. Donc, pour répondre à votre question, quand j'ai terminé, puis je l'ai remis, ça faisait 3 ans, je bossais là-dessus. J'étais tannée, j'étais vraiment tannée. Puis pour moi, c'est pas que je voulais le faire, ce livre-là, je l'ai fait pour plusieurs raisons, mais entre autres parce que c'était ma BA, je me sentais inutile. Puis un peu coupable dans ce dossier-là, parce que moi, quand j'ai travaillé à l'UPAC, là, de 2011 à 2013, j'ai vu qu'est-ce qui se passait, puis je le savais que c'était la haute direction de l'UPAC qui coulait aux médias. D'ailleurs, je l'ai écrit dans mon premier livre en 2018, puis ça a comme passé dans le beurre, puis il n'y a jamais personne qui a accroché là-dessus. Je me suis tout le temps dit, si dans ce temps-là, j'avais plus insisté, moi, je pensais vraiment que j'avais suffisamment sonné l'alarme, mais de toute évidence, non. Je me suis souvent dit, si j'avais vraiment insisté, puis j'avais fait des plaintes à gauche, à droite, puis j'avais cogné partout, peut-être que ça n'aurait pas dégénéré dans la situation que ça a dégénéré. Fait que bref, j'ai écrit ce livre-là, puis j'étais vraiment contente de le remettre, puis j'étais vraiment tannée, puis je voulais plus en parler. Écoute, Annie, je vais faire ce qu'il ne faut jamais faire dans une entrevue. C'est parce que j'ai 2 questions, mais j'ai peur de les oublier. La première, c'est que quand on a reçu Mathieu Bock-Côté récemment en entrevue, puis d'autres personnes qu'on a eues en entrevue nous disaient un peu la même chose. Tu sais, des fois, tu sors un livre, puis ce qui est pire encore que de se faire critiquer, c'est finalement de se faire ignorer. Tu sais, tu disais ton premier livre, tu avais glissé des infos dedans, c'est un peu passé dans le bar. Finalement, des fois, est-ce que tu penses que c'était un peu ça le défi qui attendait ce livre-là, c'est-à-dire beaucoup de trucs, beaucoup de révélations, beaucoup d'informations pour le public, mais s'il n'y a pas personne pour la relayer, finalement, ça peut amener, peut-être que ça n'a pas l'écho que ça devrait avoir. Puis mon deuxième point, c'est peut-être plus pour mettre la table pour les gens, parce que là, plusieurs auditeurs nous écoutent. Bon, l'UPAC, ça fait longtemps. Dans le livre, tu parles spécifiquement de ce que tu appelles le projet A. Peut-être juste expliquer là, aux gens, là, bon, l'UPAC, là, les gens connaissent l'unité permanente anticorruption, on connaît un peu l'histoire, mais le projet A, je pense que ça fait longtemps. Je pense que peut-être beaucoup de gens ne savent pas de quoi on parle. Fait que pour être bien sûr qu'on soit à la bonne place, là, peut-être expliquer un peu là, qu'est-ce qu'on vise spécifiquement avec ce nom-là. Là. Très bien. Bien, je vais répondre à la deuxième question en premier parce que la première, ça va être plus facile après. En fait, l'unité permanente anticorruption. Je fais un résumé, puis si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas, je vous en prie. L'unité permanente anticorruption, en fait, son mandat initial, c'était d'enquêter sur la corruption. À mon avis, puis je l'écris dans le livre, en fait, l'erreur, c'est que le premier commissaire de l'UPAC, qui était Robert Lafrenière, sans savoir de quoi il en retournait, sans connaître le domaine de la corruption, lui, il a atterri là-dedans comme un cheveu sur soupe. Puis en fait, à l'époque, au Québec, il y avait à peu près personne qui enquêtait la corruption. Et lui, il est venu nous promettre une tonne de gros poissons. Mais il savait pas de quoi il parlait, puis il réalisait pas à quel point c'était extrêmement difficile d'enquêter la corruption. Donc, il y a eu peu de résultats. Et devant la pression, c'est quand même bien lui qui a couru après ça, là, il était très Kid Kodak, puis il était régulièrement dans les médias et tout. Donc, il y avait une pression de la population, une pression des médias, une pression politique. Les partis politiques se servaient de ça pour se relancer. Alors, il en est arrivé, lui et plusieurs membres de la haute direction de l'UPAC en sont arrivés à couler eux-mêmes, on utilise le terme couler, mais à rendre public certains documents, rendre public certaines informations. Puis ça s'est toujours fait dans le domaine de la police. Là, faut pas penser que c'est nouveau, ça s'est toujours fait dans le domaine de la police. Pendant longtemps, ils ont appelé ça des techniques d'enquête. Donc, ils laissent couler des informations en espérant que les lignes téléphoniques vont s'activer, que les gens vont s'appeler. Puis là, ben ils vont écouter les lignes téléphoniques. Donc, bon. Mais
dans ce dossier-là, on peut douter, en fait, des intentions de couler des informations. Ceci étant dit, ils ont coulé des informations. Puis là, ben, la pression a augmenté parce que là, les gens, puis surtout le domaine politique, puis surtout les personnes visées, ont commencé à poser des questions. Comment ça que ces informations-là se sont rendues dans la sphère publique? Et devant cette pression-là, deuxième vague de pression, ils ont ouvert une enquête pour dire, ben, on va enquêter à savoir c'est qui a coulé. Mais c'est là l'odieux du projet A. En fait, c'était ça l'enquête. C'est le projet A. Eux, ils ont ouvert une enquête puis ont dit, OK, parfait, on va trouver c'est qui a coulé. Ben, tout le temps, c'était eux. Ils savaient c'était eux, mais ils ont ouvert une enquête bidon. Puis ça, je l'appelle bidon. Puis c'est pas moi qui l'a dit, là, c'est un juge qui l'a dit. Donc, ils ont ouvert une enquête bidon, sachant que c'était eux qui avaient coulé, pour faire semblant qu'ils enquêtaient à savoir c'est qui vraiment qui avait coulé. Puis, leur cible, ben, c'était comme par hasard, des gens qui critiquaient la gestion de l'UPAC. Donc, ils ont fait une liste initialement, puis là, vous allez m'excuser, je me rappelle plus de toutes les données par cœur, mais je crois que c'était 16 ou 18 personnes, mais c'était une cible de 16 ou 18 personnes qui avaient, selon eux, des raisons de vouloir nuire à l'UPAC, des gens qui critiquaient la gestion de l'UPAC. Fait qu'ils ont visé ces personnes-là, puis ça l'a terminé avec, en fait, c'est difficile à dire parce que le projet A s'est étiré sur plusieurs années, mais ça a terminé avec 4 personnes, dont l'ex-député de Chemédé, Guy Ouellette, moi-même, Richard Despatie, un enquêteur, et un de mes ex-collègues à l'UPAC, Stéphane Bonhomme, un enquêteur de l'UPAC aussi. Donc, ces personnes-là ont été perquisitionnées. Guy Ouellette a été arrêté, j'ai été arrêtée. Et puis, ben, c'est à partir de ce moment-là, c'est à partir de l'opération que le projet A est devenu public, parce qu'avant ça, il n'y a personne qui savait que le projet A existait. Mais le 25 octobre 2017, la journée des opérations, c'est-à-dire des perquisitions et des arrestations, là, ça a été su. Et puis, ben voilà, donc, ça a été su, mais la réponse, en fait, des victimes, notamment de Guy Ouellette, qui était un député. Alors, il y a eu des avocats à titre personnel, mais il y a eu des avocats qui ont représenté l'Assemblée nationale, puis on dit, wow, un député, s'il y a des gens qui sonnent l'alarme, puis qui s'adressent à un député, la police peut pas faire indirectement ce qu'elle peut pas faire directement, puis aller perquisitionner des documents pour essayer de trouver qui s'est adressé à un député. Donc, l'Assemblée nationale s'en est mêlée pour protéger, en fait, les gens qui se sont adressés aux députés. Puis c'est à partir de ce moment-là que, là, ben, tout ce qu'il y a dans le livre s'est dévoilé, c'est-à-dire que c'était une fausse enquête, c'est-à-dire que les gens qui ont vraiment coulé provenaient de la haute direction de l'UPAC. Ça s'est rendu jusqu'à la Cour suprême, là. Je ferai remarquer que dans un dossier bien précis, 2 journalistes, notamment Marie-Maude Demy, s'est rendu jusqu'à la Cour suprême pour pas identifier ses sources. C'est sûr, ça ne tentait pas de dire c'est le grand boss de l'UPAC qui me coule directement des informations, tu sais, fait que alors voilà, fait que le projet A, je sais pas si j'ai suffisamment bien résumé, mais le projet A, c'est une enquête de l'UPAC, une fausse enquête de l'UPAC pour supposément trouver qui avait coulé les informations. Ils ont ciblé des gens pour les faire taire, mais tout le temps, c'est eux-mêmes qui avaient coulé tous ces informations-là, ces documents-là. Et ben, quand tout ça a été su, quand les documents sur lesquels je me suis basée pour écrire le livre ont été rendus publics, alors il y a eu une enquête qui a été ouverte du Bureau des enquêtes indépendantes et ça fait maintenant plus de 5 ans. Donc, le Bureau des enquêtes indépendantes, au moment où on se parle, enquête encore depuis plus de 5 ans les agissements de l'UPAC. Ça, c'est le projet Serment, je pense. Exactement, c'est le projet Serment, voilà. Donc ça, c'est pour répondre à votre deuxième question. Pouvez-vous me répéter, c'était quoi la première question? Ben, j'avais dit, entre autres, est-ce que tu ne trouves pas que l'enjeu pour un livre, c'est justement d'être ignoré plutôt que critiqué? Oui. Parce que, à la limite, si des gens écrivent pour dire « Hey, Annie Trudel, elle raconte n'importe quoi là-dedans », ben, ça fait de la publicité au livre, les gens peuvent y aller et se faire une tête. Mais s'il n'y a pas d'écho à ça,
ben finalement, même si tu mettais toutes les informations dedans qui pourraient changer plein d'affaires, en fait, c'est l'omerta, finalement. Oui, oui, OK. Je me rappelle très bien de la question fort intéressante. En fait, ce livre-là, c'est bien particulier. C'est un sujet très délicat parce qu'il y a encore une enquête en cours. Donc, personne ne veut se prononcer. Autant les personnes qui sont visées, parce que pour l'instant, au moment où on se parle, le Bureau des enquêtes indépendantes a 6 suspects, sont tous identifiés dans le livre, dont l'ex-commissaire et ses bras droits. Donc, il y a des suspects. Les suspects veulent pas se prononcer. Le politique veut pas se prononcer. Le Bureau des enquêtes indépendance garde une petite gêne. Il y a un très grand intérêt. J'ai parlé à, je dirais, au moins 4 ou 5 chercheurs de contenu, notamment pour Netflix, qui veulent faire une série. Écoutez, les gens, vous l'avez lu, le livre, là, les gens qui lisent ça, ils ont toutes la même réaction. Soit que c'est tout inventé, puis si c'est pas tout inventé, parce que là, ils comprennent que c'est basé sur des documents qui ont été rendus publics par la Cour, c'est quand même assez incroyable. Puis là, on s'entend, c'est sans préjudice pour les gens en Afrique. On parle pas ça se passe pas dans un pays en Afrique, là. Ça se passe au Québec. Alors, on comprend pas qu'une chose comme ça puisse se passer au Québec sans que personne en subisse les conséquences, sans que personne soit encore puni. Ça fait 5 ans que ça s'étire. Donc, il y a un très grand intérêt, mais là, pour l'instant, c'est comme si tout le monde marche sur des œufs. C'est assez délicat. Personne n'ose s'avancer. Alors, c'est un peu pour ça, même les médias. Donc, c'est un peu pour ça que médiatiquement, en fait, peut-être qu'il n'y a pas eu autant de couverture que... en tout cas, moi, je ne m'attendais pas à plus. Moi, puis quand je l'ai écrit, puis je l'ai rendu public, ce livre-là, je voulais surtout que les gens dans le milieu constatent que moi, je rendais tout public. Fait que avant ça, là, les documents qui étaient rendus par la Cour, c'était pas accessible à n'importe qui. Il faut être assez débrouillard, se déplacer, aller les chercher. Tout ça. Moi, j'ai dit, je vais le rendre public. Fait que ça va mettre une petite pression sur le Bureau des enquêtes indépendantes, sur le BEI, ça va mettre une petite pression. Fait que eux autres, ils veulent rien faire avec ça. À la limite, sur le politique. Parce qu'un jour, le BEI, ils l'ont déjà dit là, dans les dernières nouvelles, ils sont rendus à un rapport de 700 ou 800 pages. Un jour, le BEI, quand il va rendre une décision, quand il va rendre son rapport, puis que le DPCP va décider s'il accuse ou non, ils devront vivre avec les conséquences de leur décision. Moi, j'aurais tout rendu public. Fait que s'il en arrive en disant, non, à une heure de notre enquête de 5 ans, qui a coûté plus de 10 millions, puis notre rapport de 800 pages, on ne porte pas d'accusation, j'ai vraiment l'impression que rendu là, mon livre a déjà été rendu public, puis les gens, la population, pourra mesurer, basé sur tout ça, là, ils ont décidé de rien faire. C'est un peu la vision que j'avais de ce livre-là. Je savais que c'était un sujet très délicat, ça l'est encore. Mais je peux vous assurer, puis je le sais, là, tous les acteurs, tous les avocats et même des juges qui sont dans ces dossiers-là l'ont tous lu. Ils l'ont tous vu passer puis ils l'ont tous lu. Ça, je le sais. Alors, un jour peut-être, s'il y a un procès ou quoi que ce soit, ça sera rendu public que quelqu'un demande à le déposer. Mais je sais qu'en coulisses, il circule puis tout le monde l'a lu. Donc, on est en stand-by. On attend. Ce qui est phénoménal dans cette histoire-là, c'est que c'est un peu l'effet papillon, dans le sens que tout part d'un dirigeant qui a un petit côté narcissique, on pourrait dire, qui aime se voir dans les médias, et qui, malheureusement, n'est pas capable de livrer la marchandise, donc sent une pression et décide d'accélérer certaines choses en mettant de la pression indue à certains endroits, puis tout ça, mais sa façon qu'il a trouvé de mettre de la pression, c'est le coulage médiatique. Puis, en faisant ça, ça semble, à toute fin pratique, c'est banal. Cette histoire-là, à toute fin pratique, quand tu regardes le point de départ, c'est relativement banal. Ça commence par un petit coulage par-ci, un petit coulage par-là, puis c'est jamais trop grave. Mais on sent qu'il devient un peu addict à cette manière de procéder-là, veut entretenir des relations avec les journalistes, veut donner à manger à ces journalistes-là, et l'affaire prend de l'ampleur de plus en plus.
Et éventuellement, arrivent des moments clés de l'UPAC, des moments justement où est-ce qu'on doit confirmer que ça devient une unité permanente dans le sens que ça devient réellement un corps de police, que lui-même, même un peu avant ça, que lui-même doit se faire reconfirmer dans son rôle. Parce que rappelons que le gros coup de l'UPAC était l'arrestation de Nathalie Normando, qui arrive quelques jours avant sa reconfirmation devant les députés, devant l'Assemblée nationale. Donc, on a vraiment l'impression que ce qui semblait mineur au début finit par prendre de l'ampleur. Et quand la pression vient pour découvrir qui fait les fuites, ben là, ça prend des mesures qui sont tout simplement gigantesques. Puis on se ramasse au bout de tout ça. Hey, on est une dizaine d'années plus tard. On se ramasse au bout de tout ça avec des millions de dollars dépensés en enquête et toujours pas d'accusation. On se ramasse avec des vies détruites. Moi, je veux dire, l'histoire qui m'a touché le plus, c'est je sais que tu as été arrêté, je sais que Guy Ouellet, qui était ton conjoint à l'époque, a été arrêté également. Mais l'histoire de Richard Despatie me fascinait énormément dans tout ça parce que le plus gros défaut de Richard Despatie, c'est d'avoir fait une joke. Le gars a réellement juste fait une joke sur quelque chose qui était assez évident à un moment donné et il a été tagué comme cible à abattre dans le projet A. Et lui, on a scrappé sa vie aussi. Là, tu es là, tu te dis, my God, qu'est-ce qui s'est passé là? On a détruit des vies, on a dépensé des millions de dollars, on a abouti absolument à rien. Puis tout ça part d'une niaiserie. Là. C'est juste quelqu'un qui voulait voir sa face des nouvelles. Fait que moi, ça m'épate. Honnêtement, c'est ce qui rend cette histoire-là vraiment fantastique, je te dirais. Il y a des portions dans le livre également. Ça, le gros morceau du livre, c'est quand tu racontes cette histoire-là. J'ai aimé beaucoup l'introduction de ton livre. Parce qu'on sent que c'est peut-être le premier projet un peu qui ressort plus. On parle de différents dossiers. On parle de Dominique Savoie, par exemple, qui n'a absolument pas rapport avec l'UPAC. Puis moi, la conclusion que j'avais de ce livre-là, c'était quand tu regardes la machine aller, là, tu te rends compte que le politique ne contrôle pas sa machine. La machine est laissée à elle-même. Puis la machine, c'est qui? C'est des humains, là. On le comprend bien. Mais les fonctionnaires ou les hauts fonctionnaires ou les hauts dirigeants de ces unités-là ou de ces ministères-là, peu importe, sont tellement laissés à eux-mêmes qu'il peut avoir des dérapages gigantesques. Tu sais, à la fin de la lecture de ton livre, c'est vraiment difficile de dire « Ah, toute la faute à Jean Charest ». Ça, Philippe Couillard, là, il n'a pas été fort là-dedans. Ah, puis du temps des péquistes, là, Stéphane Bergeron, lui, c'est tout de sa faute aussi. Et personne ne peut dire ça. Le politique a un rôle extrêmement mineur dans toute cette histoire-là. Est-ce que je me trompe ou... Ben, en fait, mineur et... Non, vous vous trompez pas, mais en même temps, moi, j'aime à dire que le politique refuse de... Là, je vais choisir mes mots adéquatement, là. Manque de courage. Je vais dire ça comme ça. Le politique manque de courage. Puis j'ai plusieurs exemples qui me viennent en tête. Robert Lafrenière ne devait pas être reconduit dans ce poste-là. Il y avait d'autres personnes qui avaient été visées pour prendre la relève, tout aussi, sinon plus compétents. Puis, il a manqué de courage et a décidé de le reconduire dans son poste. Ça, c'est un des exemples qui me vient en tête. Mais l'autre exemple qui me vient en tête, puis là, je reviens au projet A, quand ça commence à sortir, là, puis quand ça commence à être évident, puis que les gens à l'interne de l'UPAC se rendent compte que la haute direction de l'UPAC a mis en place puisque, disons-le, là, il y a des enquêteurs au sein de l'UPAC là, qui ont travaillé dans le projet A, qui ont travaillé à essayer de prouver que Richard Despatie, c'est un voyou. Là. Richard Despatie, Stéphane Bonhomme puis Guy Ouellet, c'est des voyous. Puis, ben, ils se sont fait avoir, là, se sont fait manipuler, ces enquêteurs-là. Puis, à un moment donné, ils commencent à allumer, à se réveiller, puis à allumer, puis à réaliser qu'ils se sont fait manipuler. Quand tout ça, ça commence à sortir, puis ça commence à se réaliser, le patron des enquêtes de l'époque, là, c'est Frédéric Gaudreault. Puis Frédéric Gaudreault, là, il allume que son boss, là, il devient un suspect de cette enquête-là. Là. Il allume, là. C'est dans la loi de la police que quand tu es une police, puis que tu pense qu'il y a des bonnes raisons de croire qu'un policier
contrevient tu es obligé de le dénoncer. Puis si c'est un haut dirigeant, tu es obligé de le dénoncer aux politiques, aux sous-ministres puis aux politiques. Bon. Alors, Frédéric Gaudreault, là, puis ça s'est tout passé à quelques mois avant les élections. Là, on se rappelle que ça a été, la journée des élections, ça a été un scandale parce que la journée des élections, le Parti libéral perd le pouvoir, les caquistes rentrent au gouvernement. C'est cette journée-là que l'ex-commissaire Robert Lafrenière décide de démissionner. Voler le show. Voler le show ou bien profiter d'une zone grise. Ouais. Et là, il se passe plus rien. Il n'y a plus de boss au ministère de la Sécurité publique jusqu'à temps que Geneviève Gaudreault soit assermentée et soit nommée. Geneviève Guilbeault, excusez-moi, Geneviève Guilbeault. Et là, elle a rencontré un moment donné, elle a rencontré Frédéric Gaudreault. Là, Frédéric Gaudreault, s'il a respecté la loi, là, il a été obligé de lui dire « By the way, là, moi, je suis le témoin, un des témoins principaux, puis je l'ai vu, là, puis l'ex-commissaire démissionnaire, là, c'est un suspect. » Il a été obligé de le dire, OK? Fait que mettons qu'il l'a dit. Mais comment se fait-il que Geneviève Guilbeault a nommé le témoin principal dans une malversation de la sorte commissaire? Comment est-ce qu'elle a pu faire pour choisir celui qui était le mieux placé pour tout voir passer puis qui n'a rien fait, le nommer lui commissaire? Fait que ça, c'est l'option 1. Ou l'option 2, lui, il n'a rien dit. Il a rentré en innocent, il n'a rien dit. Il n'a pas dit à Geneviève Guilbeault qu'il était témoin de tout ça. Elle a demandé, parce que Lafrenière, il vient de partir, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas, rien. OK, c'est bon. En tout cas, tu vas devenir nouveau commissaire. Fait que d'une manière ou d'une autre, on s'entend que ça ne fait pas de sens. Puis d'une manière ou d'une autre, on voit qu'il y a un gouvernement qui n'avait pas d'expérience au pouvoir, qui est arrivé en place, qui a pris une décision, mais comment? Voir si tu prends celui qui était sur place puis qui a tout vu pour le nommer commissaire, nouveau commissaire, ça ne fait pas de sens. C'est là où je dis, pour répondre à votre question, ils ont pris une décision pour s'en laver les mains. Puis, basé sur mon expérience personnelle, parce que j'ai travaillé dans le passé pour un ministre, j'ai travaillé pour le ministre Robert Poitier au ministère des Transports, puis c'est un ministre qui a décidé, lui, qui était pour faire sa job, puis qui n'était pas pour laisser les hauts fonctionnaires mener la machine comme ils voulaient mener la machine. Puis, force est de constater que ça a été un mauvais choix parce qu'il en a subi les conséquences et il a perdu son ministère. En fait, pire que ça, il a été exclu du Conseil des ministres. Donc, ma conclusion, c'est que les ministres, délibérément, laissent la machine faire ce qu'elle veut parce qu'ils veulent garder leur poste au Conseil des ministres, ils veulent garder leur statut, garder leur limousine. Puis s'il arrive quelque chose, ils vont juste jouer à la chaise musicale, puisqu'on s'entend, c'est toujours une chaise musicale entre les hauts fonctionnaires. On est pris avec à vie, on peut pas les congédier. Fait qu'on fait juste les changer de ministère. Puis c'est comme ça que je vois la chose. Donc, ils sont pas innocents, c'est délibéré, là, ils veulent garder une bonne distance de bras, là. Oui, exact. Mais tu le dis dans la conclusion, vers la fin du livre, il y a un passage là-dessus, tu dis « Parce que dans les faits, disons-le, le nouveau gouvernement de la CAQ aurait très bien pu fermer l'UPAC et personne n'en aurait été offusqué. Mais François Legault a fait le choix stratégique de défendre l'UPAC en espérant que celle-ci puisse nuire aux oppositions. Le premier ministre actuel a donc gaspillé l'argent des contribuables à des fins purement politiques. Donc, ce qui est ridicule, c'est que le pouvoir continue à faire souffrir les victimes du projet A en n'admettant pas la faute du gouvernement. Il continue à épuiser les ressources des victimes, à les affaiblir et à les anéantir. Ça, c'est ridicule. Oui, en fait, oui. Puis vous avez compris que il y a des un peu là-dedans. Oui, parce que j'ai été témoin, moi, de ça aux Premières Loges, de tout ce dossier-là. J'ai été témoin aux Premières Loges, d'où le fait que je sentais le besoin de l'écrire, ce livre-là, mais j'ai aussi été, j'en ai aussi subi les conséquences, puis j'en subis encore les conséquences. Puis là, je dis ça parce que c'est moi qui en parle, mais mon conjoint, la même chose, Richard Despatie, la même chose, Stéphane Bonhomme, la même chose. Ça, c'est ceux qu'on nomme, mais il y en a tout plein d'autres qui étaient en place à l'UPAC puis qui ont critiqué puis qui en ont subi les conséquences. Ceci étant dit, vous me donnez une excellente tribune pour en parler puis je vous en remercie beaucoup.
même si c'est difficile. Donc, oui, quand le gouvernement Legault est arrivé, là, en fait, disons-le, là, même encore aujourd'hui, parce que je me suis préparée avant de vous parler, puis encore hier, je lisais les notes du témoignage, en fait, du commissaire actuel Frédéric Gaudreault à l'Assemblée nationale lors de l'étude des crédits en 2023. Donc, ça fait pas longtemps, ça fait même pas un an. Puis, on parlait encore d'un manque de crédibilité, d'un manque de confiance, d'un manque de crédibilité. On est rendu en 2024, puis l'UPAC a été créé en 2011. Donc, 11 ans, 12 ans plus tard, l'UPAC n'a pas assis sa crédibilité encore. L'UPAC n'a pas démontré à quoi elle servait encore. Plus d'une décennie, je pense que là, c'est un peu exagéré d'étirer la sauce. Et clairement, avec toutes les fermetures de dossiers, l'UPAC a démontré que la corruption, ou du moins la corruption d'il y a 15-20 ans, à un moment donné, il faut que tu tournes la page. Les règles de l'époque, c'est pas les règles d'aujourd'hui. On a changé les règles, on a changé les lois, mais là, penser qu'on peut punir toutes les gens d'il y a 15-20 ans basé sur... Bon, ça marche pas nécessairement. Donc, le gouvernement Legault est arrivé, puis encore aujourd'hui, moi, je la pose la question, puis j'aimerais ça que quelqu'un paye un sondage, là, on paye des sondages, toutes sortes d'affaires. Si l'UPAC ferme aujourd'hui, qui va pleurer, qui va être déçu? Certainement pas la population. Les médias, il y a pas longtemps, là, il y a à peu près 6 mois, j'ai transféré une information à un journaliste d'enquête, puis concernant l'UPAC, concernant d'autres affaires odieuse de l'UPAC que quelqu'un m'avait transféré, puis le journaliste m'a répondu « Hey, nous, là, on a parlé au gouvernement, on a une bonne relation avec le gouvernement Legault, on a parlé au gouvernement Legault, puis le gouvernement Legault nous a dit « Hey, on frappe pas sur un gars à terre, là. C'est l'UPAC est à terre, là. On continue plus à frapper dessus, là. » Là, c'est un mais moi, c'est un journaliste qui me dit ça. Là, OK, parce que le gouvernement veut plus que tu continues à démontrer le ridicule de l'UPAC. Vous autres, vous arrêtez d'en parler. Fait que les journalistes le savent, le gouvernement le sait, mais on continue à payer pour garder en vie une organisation qui sert plus puis qui n'a pas de bon. Ouais, alors, avec des mandats, excuse-moi de te couper, là, Annie, là, mais non, on en a parlé il y a une couple de semaines de ça, là, parce que je m'étais posé la question, je dis, OK, sont rendus sur quoi, l'UPAC? Au début, on nous a vendu ça comme quasiment le premier ministre, la vice-première. Tout le monde allait finir avec les menottes pieds poings. C'était quasiment ça qui a été vendu à la population. On va mettre fin à la corruption au Québec. Puis là, je regardais sur leur site web. Là, imaginez-vous donc que leur mandat en ce moment, là, en fait, un de leurs gros dossiers, là, ça a été d'enquêter sur un employé d'un CIUS qui aurait fabriqué un faux passeport vaccinal. Je ne dis pas que c'est bien, là, puis je ne cautionne pas ce qui a été fait, là, mais je veux dire, on est quand même très loin de l'enquête sur l'État québécois, puis ce qui nous a été vendu au départ. Là, je veux dire, je regardais ça, ce truc-là, puis je ne vois pas en quoi un corps de police normal ne peut pas travailler là-dessus. Là. C'était exactement ça que j'allais dire. C'est mon point. C'est pas juste le mien. Hein. Je ferai remarquer que le gouvernement actuel a créé un comité qui s'appelle Comité sur la réalité policière pour revoir les structures actuelles. Puis ce comité-là, on est venu à la conclusion que l'UPAC n'avait plus sa raison d'être, puis qu'il devrait juste rapatrier ces enquêtes-là à la Sûreté du Québec. Et je suis tout à fait d'accord, mais je ne comprends pas pourquoi que le gouvernement Legault n'est pas allé de l'avant avec cette recommandation-là. Ça, c'est exactement le genre de dossier que la Sûreté du Québec aurait très bien pu faire. Tout à fait, tout à fait. Dans sa forme actuelle, avec les besoins actuels, ça n'a plus sa raison d'être. Puis il faut le dire, puis c'est plate à dire, puis là, je veux pas offusquer tous ceux qui vont nous écouter, mais la police, là, les dossiers sur lesquels la police travaille, c'est toujours des modes. C'est la mode, dépendant de ce qui sort dans les médias, puis dépendant là où le politique donne des budgets. Alors, fut une époque où la mode, c'était de lutter contre la corruption, puis à ce moment-là, il y avait du budget pour ça. Mais c'est parti, c'est plus la mode. On est tombé dans la cybercriminalité, on est tombé dans les armes, on est tombé dans la crise des opioïdes, on est tombé dans d'autres choses, puis c'est là que l'argent allait, puis l'argent n'est plus à lutter contre la corruption. Puis en fait,
à la limite, je dirais, c'est peut-être correct, tu sais, peut-être qu'on a trouvé le moyen d'adapter beaucoup les lois, d'adapter les règles, de mettre en place beaucoup de chiens de garde et en fait, ben, de faire beaucoup de prévention. Puis avec ça, ben, il y en a peut-être moins de la très grande corruption. En fait, peut-être, je dis bien peut-être. C'est ce que le commissaire de l'UPAC, Frédéric Gaudreault, a dit lui-même l'année passée, qu'il y avait moins de grande corruption. Si ce qu'il dit, c'est vrai, il a plus sa raison d'être. Je suis pas sûre que c'est vrai, mais je suis pas sûre que c'est vrai, puis je vais vous dire pourquoi, mais je ne veux pas embarquer là-dedans. Tout ce qui s'est passé pendant la pandémie, la gestion gouvernementale pendant la pandémie, à mon avis, il y a des milliards qui ont été dépensés, puis ça a passé un petit peu trop dans le beurre, à mon avis. Ouais. À mon avis, on devrait vraiment, vraiment se pencher là-dessus, mais tant qu'on fera pas ça, s'il y a de la grande corruption, c'est là-dedans qu'on va en trouver des traces, mais si on se penche pas là-dessus, puis si on n'a pas l'intention de se pencher là-dessus, l'UPAC n'a plus sa raison d'être. Puis, au début du livre, tu prends vraiment la peine de différencier qu'est-ce que la collusion, qu'est-ce que la corruption. Ouais. La collusion étant des entrepreneurs, par exemple, qui s'arrangent ensemble sur des appels d'offres. La corruption, c'est qu'à ce moment-là, il y a un agent de l'État qui intervient dans le processus. Ouais. On sait comment l'État québécois est et comment il fonctionne également. C'est un État qui est très gros. C'est un État aussi qui a très peu d'imputabilité à l'intérieur. Donc, moi, j'ai l'impression que quand tu fais une enquête sur la corruption, où est-ce que là, tu veux justement établir un lien avec un agent de l'État, tu es dans une situation où est-ce que c'est extrêmement difficile de retracer qui est le preneur de décision finale de choisir tel ou tel entrepreneur ou de créer un certain réseau de collusion accepté par l'État, si on veut. J'ai l'impression que ces enquêtes-là finissent jamais à rien. Et que de temps en temps, si une enquête comme ça, on trouve de quoi de vraiment, vraiment bien, on arrive un peu proche du politique et là, le politique déploie ses armes de destruction massive, les médias, pour vraiment annihiler un peu cette menace-là. Parce que le politique en a du pouvoir quand ça vient proche de lui pour se protéger. On voit juste comment, justement, il essaie de ne pas se mêler des affaires de l'UPAC en sachant que si tu te mêles de ça, tu peux te ramasser avec les enquêteurs sur le dos, tu peux te ramasser dans la situation que Guy Ouellet s'est ramassé. Donc, c'est ce qui donne un peu cette liberté d'action-là à l'UPAC, c'est de savoir que le politique ne veut pas s'en mêler. Puis de l'autre côté, ils ne sont pas redevables d'aucun résultat parce qu'ils ne sont pas capables de démontrer de la corruption avec les outils qu'ils ont, clairement. Parce que sinon, il y en aurait eu des procès, il y en aurait eu des gros poissons qui auraient été pris dans le filet. C'est pas arrivé. Il y en a pas eu de résultats. Je suis un peu dans ton camp de ce côté-là. Pourquoi on perd notre temps avec l'UPAC et dépenser autant de millions sur une grosse partie de ces millions-là qui ont été principalement utilisés que l'UPAC enquête sur l'UPAC elle-même. C'était assez spectaculaire quand on y pense. Exactement. Oui, tout à fait. Ben, en fait, peut-être que, je dis bien peut-être qu'il n'y a pas de volonté non plus à... Je veux juste prendre le cas au fédéral, par exemple, le SNC-Lavalin, sans rentrer dans tous les détails, mais il y a eu un dossier qui visait SNC-Lavalin, il y en a tout plein, là, fait que je ne veux pas nommer tous les dossiers, mais il y a eu un dossier en particulier qui visait SNC-Lavalin. Il y aurait pu avoir une possibilité de procès dans ce dossier-là. Bon. De toute évidence, si ça s'était rendu devant les tribunaux, ben SNC-Lavalin, ils ont suffisamment écopé, mais ils n'auraient certainement pas coulé tout seuls. Ils auraient fini par identifier des gens dans la machine qui les aidaient ou qui les supportaient, ou du moins qui ont fait des actes répréhensibles. Mais si ça s'était passé, si SNC-Lavalin avait été reconnu coupable, SNC-Lavalin n'aurait pas pu travailler sur le pont Champlain. Puis ça devenait un très gros enjeu au fédéral. Puis, ben ça s'est pas passé, le fameux procès. Puis SNC-Lavalin a été capable de faire son pont Champlain. Fait que tout est dans tout. Ben non, mais c'est vrai, tout est dans tout. Fait que je pense que peut-être c'est une question de... Puis en fait, bien franchement, je me rappelle, parce que ça a été discuté sur les réseaux sociaux et tout, François-Yves Blanchette du Bloc québécois m'a écrit en disant oui, mais écoute, on peut pas faire
punir une compagnie, puis la faire fermer, puis s'assurer, puis faire en sorte qu'il y a plein de gens qui perdent leur emploi parce qu'il y a certains dirigeants qui ont mal, tu sais, qui ont mal travaillé ou qui ont été corrompus. Ben là, attendez, là, Louis Bourg, Simard-Beaudry, Dessau, c'est toutes des compagnies. Génivore, ça n'existe plus. Ils ont été achetés, ils ont changé de nom. Alors, moi, tu sais, ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. Si on a perdu plein de... Puis c'est pas à dire, là, mais on le dit encore, hein, une des meilleures compagnies qu'il y avait au Québec, c'était Simard-Beaudry, la compagnie de Tony Accurso, là. Vous demanderez à n'importe quel donneur d'ouvrage, là, il disait que leur job était absolument extraordinaire, là. Fait que ce que ça fait, c'est que ça a diminué la concurrence. Puis aujourd'hui, ben, il y en a une qui a cette réputation-là, c'est pas Merlot. Fait qu'ils sont seuls. Fait qu'on peut se la poser, la question. Ça nous a donné quoi, en tant que société, d'éliminer tous les concurrents, puis là, aujourd'hui, de vouloir préserver, mon Dieu, SNC-Lavalin, tu sais, qui s'appelle plus SNC-Lavalin. Fait que oui, mais c'est vraiment un drôle d'argument, pareil, là, qui t'a servi. Tu sais, c'est comme si quelqu'un avait dit franchement, Norbourg, il y a des gens qui ont de l'allure qui ont travaillé là, tu sais, ou... Ça n'a pas de sens, là, de dire c'est comme argument. Je veux dire, il y en a plein des. Ben oui, il y a plein de compagnies, il y a plein de peut-être même de ministères puis de gens qui travaillent partout, qui sont bien intentionnés, qui travaillent bien. Mais à un moment donné, quand il y a des comptes à rendre, il y a des comptes à rendre. Là, oui, il y a des dommages collatéraux, mais malheureusement, ces gens-là en payent le prix. Mais à un moment donné, tu n'as pas le choix. Là. Tu ne peux pas garder des. Tu peux pas protéger des gens au nom de dire ouais, mais. Le gars qui passe la mop, il va peut-être perdre sa job. Ben oui, mais OK, mais il va s'en retrouver une autre ailleurs. Ça ne peut pas être un argument, ça, là. Bien, c'était ça mon point. Tu sais, toutes les compagnies qui ont été nommées à la commission d'enquête là, sur l'industrie de la construction, là, on s'en rappelle, là, il y avait Cima, Génivore, Dessau. Ben, SNC, ils n'existent plus. Ils ont tous changé de nom, se sont fait acheter. Ou, bon, Roche aussi, je pense. Oui, exact. La plupart ont tous changé de nom. Ben, tu sais, je veux dire, les ingénieurs... Les spécialistes qui travaillaient pour ces organisations-là ne sont pas sur le chômage aujourd'hui. Ils travaillent tous pour d'autres organisations. Il y a un ménage qui s'est fait. Oui, il y a peut-être des investisseurs qui ont perdu de l'argent, qui ont déplacé leur placement ailleurs. Je ne sais pas quoi vous dire, mais pour moi, en tant que société, puis si je parle au nom du simple citoyen, bien, pourquoi que les règles pour les compagnies ou pour les personnes morales ne seraient pas les mêmes que pour les individus? Tu sais, nous, là, il y a zéro tolérance. On peut absolument pas déroger à rien. Il faut respecter les lois. Il faut être super à coche. Mais si c'est une organisation, si dans le contexte d'une compagnie ou d'une relation d'affaires, puis surtout si on pourrait être utile dans un contrat gouvernemental quelconque, bien là, on est épargné. J'ai un petit peu de problème avec ça. Puis je veux juste revenir sur la commission d'enquête. Qui a payé, pour revenir à ce que vous disiez, Yann, qui a payé après la commission d'enquête? Qui a été beurré? Bien, les firmes de génie, les compagnies de construction, puis si en plus, c'était des compagnies de construction italiennes, c'est ceux qui y ont goûté le plus, mais... tu sais, des élus provinciaux, il n'y en a-tu eu tant que ça qui ont été arrêtés? Des élus municipaux, OK, Gilles Vaillancourt, mais ceci étant dit, ben, c'est un dossier qui traînait depuis 20 ans, fait que c'est comme une évidence, le dossier était facile à fermer, mais puis en fait, il n'y a même pas eu d'accusation, il y a eu une entente, on s'entend, hein, ils se sont entendus là, dans le dossier Gilles Vaillancourt, il n'y a pas eu de procès, il n'y a pas eu rien, fait que tu sais, ouais, c'est ça. C'est toutes les mêmes. C'est les plus faciles qui ont payé. Puis là où c'était rendu le plus difficile d'identifier est-ce qu'il y a des sous-ministres, est-ce qu'il y a des sous-ministres qui ont... Non. Des hauts fonctionnaires, non. Tu sais, les seuls là, qui ont goûté un petit peu, c'est à gauche puis à droite, là, un ou deux ingénieurs. Puis... Moi, c'est. Ben, vas-y, Yann. Ben, je voulais passer un petit bout là, que je t'avais parlé avant le podcast. Ben, en fait, c'est peut-être un dernier point avant qu'on se laisse. C'est, tu sais, des fois, il y a beaucoup de gens qui pensent que. Ils se font des genres de scénarios. Là. Il y a lui qui tire les ficelles, puis tout est organisé, puis tout est planifié, puis de la grosse histoire. Mais moi, une des impressions que j'avais en lisant le livre, c'est il y a un degré d'improvisation à plusieurs étapes de tout ce processus-là qui
qui est effarant, là, presque. Là. Dans un moment donné, tu dis, dans à peu près à la moitié du livre, page 191, tu dis « La première rencontre des enquêteurs de l'UPAC de Québec assignée au projet A eu lieu en juin 2017. C'est dans un restaurant de la rue Laurier à Québec que Denis Morin, Denis Pelletier et Claude Saint-Cyr se sont fait expliquer par André Boulanger comment est née cette enquête. Un enquêteur déclare « Il a dit qu'il avait pensé à ça pendant la nuit. » Ouais. Je me dis, c'est pas un. Je veux dire, ils sont pas en train de gérer une bénérie ou un garage ou je sais pas quoi. C'est des enquêtes sur la corruption puis sur le coulage d'informations. Bon, je pensais à ça pendant la nuit. Mais écoute, ça va directement dans où est-ce que je voulais aller. C'est ce qui me frappait le plus, c'est le niveau d'incompétence élevé à l'intérieur de cette organisation-là. Des enquêteurs juniors pour la plupart. Des histoires de cœur à n'en plus finir. Sérieux, c'est un roman savon des bouts de ton affaire. Ouais. Ça, disons-le, la principale raison pourquoi tu as été arrêté, c'est que tu étais la conjointe de. Oui. Je veux dire, il y a ça. En plus, le couple qui est à la tête de tout ça, André Boulanger et sa conjointe, déjà là, c'est weird. Ils rentrent à la maison, ils continuent l'enquête autour du souper, continue l'enquête dans le lit, puis le lendemain matin, l'enquête prend des directions différentes selon ce qu'ils se sont dit la veille. Ouais. Là, tu es là, tu te dis, c'est amateur, c'est rempli d'incompétence, puis les gens aiment donc bien ça, enquêter ces histoires d'amour des autres. C'est assez spécial. On sent souvent qu'il y a des enquêtes qui sont déclenchées ou des interrogations qui sont faites pour, en bout de ligne, savoir qui couche avec qui dans cette histoire-là. Je veux dire, moi, c'est des bouts, j'étais là, je dis, man, c'est un téléroman, ce livre-là. C'est capoté. Mais, tu sais, le Québec, c'est un village, hein, donc, faut pas se surprendre qu'il y a tant de monde qui se connaissent. Puis, ben, c'est pas, oui, tu sais, des relations, c'est normal, mais à un moment donné, pourquoi tolérer que tu sais, au privé, dans certaines organisations, là, quand il y a deux personnes souvent ça arrive, puis s'il y en a un qui est en pouvoir, on va dire, OK, ben il y a un des deux, il faudrait qu'il quitte l'organisation. Ça va arriver, ça, régulièrement. Donc, il me semble qu'à l'UPAC, il aurait pu, à certains moments, dire, OK, ben là, surtout quand il y a une personne qui est en pouvoir, là, ben là, OK, tu sais, il faudrait qu'il y ait une personne qui retourne parce que c'était 2 employés de la Sûreté du Québec, il faudrait peut-être qu'il y en ait un qui retourne à la Sûreté du Québec, ou, tu sais, oui, il y a plusieurs décisions qui auraient pu être prises. Maintenant, je continue à me demander, ben, c'est parce que c'est une culture d'entreprise. Ça a commencé de même. Quand le commissaire Lafrenière est arrivé en place, il est tout allé chercher ses chums, tu sais. Fait que c'est tous ces chums qui sont arrivés. Fait qu'il faut pas se surprendre qu'on en arrive tu sais, les feux de l'amour numéro 2, là. c'est ça, c'est de même, ça a commencé. Fait que si c'est ces chums qui arrivent, puis ces chums, ben, ils embauchent ces chums, mais tu sais, ces chums, ça se peut que ce soit des chums au féminin, puis finalement, ben, ça se peut qu'il y a des couples, tu sais, c'est une culture qui est partie de la tête, là. Donc, c'est de toute évidence, là, avec le recul, ben, c'est bien sûr que c'est pas ce commissaire-là de l'époque qui aurait mis fin à ça, parce que c'est comme pas mal lui qui a commencé l'affaire en amenant ses connaissances. Mais, tu sais, ça n'a pas dans le... Puis le gouvernement, ben juste pour vous donner un exemple, dans un des derniers projets de loi de l'année dernière, 2023, François Bonnardel a donné encore plus de pouvoir à l'UPAC et au Bureau des enquêtes indépendantes, parce qu'avant, il devait quand même respecter certaines règles gouvernementales dans leur embauche. Là, ils peuvent vraiment embaucher qui ils veulent, quand ils veulent. Fait que peu importe les compétences, peu importe. Il s'en est vanté, là, le responsable du Bureau des enquêtes indépendantes en commission parlementaire, puis vous pouvez aller voir sur le site Internet de l'Assemblée nationale qui a embauché, il est super fier de dire qu'il a embauché une directrice d'école pour enquêter. Fait qu'il y a une des enquêteurs du BEI, c'est une directrice d'école, il est fier de ça. Fait que plutôt que d'encadrer ça encore plus, ben le gouvernement a laissé encore plus de latitude. Fait que là, tu sais, ils peuvent embaucher qui veulent. Ils ont une carte blanche. Ils ont vraiment carte blanche. Fait que, voilà. Parce que la joke que j'ai parlé tantôt, que Richard Despatie a fait, c'était ça. C'est qu'on avait designé un nouveau poste qui, à toute fin pratique, servait à une seule personne. Il y avait une seule personne au Québec à peu près qui avait un CV pour avoir cette job-là. Ouais. Puis lui, la joke qu'il a fait, c'est d'appeler cette personne-là puis de le féliciter pour l'obtention du poste, tandis que le poste était en affichage. Exact.
qui est de bonne guerre. C'était drôle, à la limite. Tout le monde avait compris ce qui se passait. Il a dit un non-dit. Et il s'est ramassé blacklisté à ce moment-là. Moi, de voir que des gens à l'intérieur de la machine peuvent avoir autant de pouvoir sur d'autres individus, de scraper leur vie pour une joke, ça m'épate. Ça m'épate. Je n'arrive pas à concevoir que ce soit possible. Et ce que ça l'encourage, ben, c'est justement les gens qui se ramassent au top de la machine. Le poste à Dominique Savoie, c'est elle la plus grande mandarine de l'État québécois. Là. Ben, les gens qui peuvent accéder à ces postes-là, est-ce que fondamentalement, c'est des gens qui ont été exemplaires toute leur carrière ou c'est des gens qui ont appris à piler ses pieds des autres? Moi, ce que ça me dit, c'est que pour accéder au poste de haut niveau, il faut que tu apprennes à piler sur ses pieds des autres. C'est de même que ça marche à l'intérieur. Peut-être que ma perception est mauvaise, mais quand on finit la lecture de ton livre, tu dis, crime, la personne qui est fondamentalement bonne à l'intérieur d'elle-même, elle ne peut pas monter. Parce que la compétition est féroce, puis elle ne respecte pas les règles, tout simplement. Là. En fait, la compétition est féroce, elle ne respecte pas les règles, puis... puis, tu sais, puis je tiens à le dire, là, vous m'avez donné une belle opportunité. Richard Despatie, c'est devenu un très, très grand ami. C'était un collègue, mais c'est devenu un très, très grand ami. Puis je le dis au début de mon livre, là, je lui ai dédié mon livre. Il a vécu une injustice, puis c'est un grand enquêteur qui a fait des grandes choses que il a reçu une médaille, plusieurs médailles d'ailleurs. On a souligné de façon officielle toutes les choses qu'il a faites. Il méritait pas ça, mais non seulement il méritait pas ça, puis pas juste lui, puis pas juste parce qu'il y a des gens autour de lui aussi, sa conjointe, ses amis et tout. Même chose pour moi, même chose pour d'autres que je connais. On a tous dénoncé ça, hein, puis on a tous dénoncé ça aux politiques. Là. Si vous appelez le cabinet de François Bonnardel ou si vous appelez le cabinet de Geneviève Guilbeault, ils n'ont reçu pas des lettres pour dénoncer tout ce favoritisme-là dans la machine. Et ils ont zéro agi. Vraiment. Fait qu'ils savent, ils ont été au courant, ils savent, les gens ont écrit, j'ai vu toutes les lettres qui ont été soumises, puis ils n'ont pas réagi. Donc, le politique laisse ça aller. Donc, il y a un favoritisme dans la machine, puis le politique accepte ça. Donc, c'est un peu, tu sais, ce livre-là, c'est un peu une façon de dénoncer l'inaction gouvernementale. Donc, on dénonce tout ce qui se passe dans la machine, puis en plus, on dénonce l'inaction gouvernementale. Puis, je voudrais juste vous laisser là-dessus, puis si vous avez une autre question, je vais y aller, mais en ce qui me concerne, je me rappelle d'avoir... Je sais que c'est à la limite drôle, puis on lit ça, puis on, tu sais... Moi, je suis encore très touchée, là. J'ai encore de la difficulté à trouver ces choses-là drôles, mais je me rappelle pas un documentaire, mais un reportage en particulier, et c'était Mario Dumont. Puis Mario Dumont parlait du projet A, puis du projet Serment, puis il dit « Ah, l'enquête, mon Dieu, c'est ridicule, cette affaire-là, on comprend plus rien. » Puis j'étais tellement frustrée, je me suis dit, si on peut même pas compter sur les médias pourquoi ridiculiser? Ben oui, c'est une enquête sur une enquête sur une enquête. On est d'accord que c'est ridicule, mais il y a des victimes là-dedans, il y a des gens qui ensuite... Richard Despatie, là, est-ce qu'il est capable d'aller, je le dis dans mon livre, est-ce qu'il est capable d'aller travailler à la hauteur de ce qu'il mérite? Non. Pendant qu'en pandémie, là, il a été concierge dans une école, puis c'est tout ce qu'il a été capable d'avoir comme emploi parce qu'il a été brûlé partout et pourtant, c'est une victime, puis c'est évident que c'est une victime. Est-ce que le pouvoir a fait quoi que ce soit pour réparer ça? Non, il n'a rien fait pour réparer ça. Donc oui, c'est une histoire qui est ridicule, qui s'étire, qui coûte plus de 10 millions de dollars à date, qui a encore une enquête, qu'il n'y a personne qui en subit les conséquences, mais tu sais, c'est effrayant combien de gens, ça bulldozer cette affaire-là, ça tout écrasé sur son passage, puis c'est l'histoire de David contre Goliath, c'est typique, mais c'est vrai. Même si on est plusieurs, on n'est pas juste une personne, il n'y a personne qui a réussi à aller nulle part puis à faire avancer rien dans ce dossier-là. Donc voilà, mais il faut sur ça, regarde,
Absolument. Je l'ai écrit. Il faut continuer à dénoncer. Puis en fait, je trouve votre intérêt vraiment d'appoint parce que le Bureau des enquêtes indépendantes, à l'automne dernier, ils ont dit qu'ils pensaient pouvoir finir avant le 31 décembre. Ça n'a pas été fait, mais on peut penser, on peut continuer à espérer qu'en début d'année, il y ait un dénouement dans ce dossier-là. Et, voilà. Absolument. Écoutez, chers auditeurs, procurez-vous le livre d'Annie, Autopsie de l'enquête bidon, UPAC, sous-titré Révélations explosives des coulisses du projet A. Donc, c'est disponible, je l'ai vu sur Renaud Bré. Là, le lien que je vous ai mis, c'est pour leslibraires.ca. Il y a le format papier, comme j'ai dans mes mains. Ça se vend aussi en PDF et en livre électronique. C'est facile à trouver. Puis, tu sais, ça fait 400 quelques pages, mais il faut quand même mentionner qu'il y a beaucoup de documentation. Il y a beaucoup d'archives, en fait, que tu remets là-dedans, là, des publications de journal que tu as archivées, qui peut-être même se trouvent plus là, en ce moment. Là. Des documents qu'on peut consulter. Là, donc, il y en a plein. Là, des brochures d'époque sur Marc-Yvan Côté, sur des officiers de la SQ. Bref, c'est quand même un bon document, un bon condensé de documents d'archives à avoir. Puis, on te remercie d'avoir accepté de venir nous en jaser. Puis, on recommande fortement aux gens là, si vous l'achetez, lisez-le, puis faites-le circuler pour prêtez-le à un ami après. Je pense que c'est d'intérêt public que le plus de gens possible sachent cette histoire-là.